Dans le podcast AWS en français, on parle d'orchestration, de large language model avec des agents, mais pas un, avec plusieurs agents. Ça peut paraître un peu, mais on vous explique. Restez branchés. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, tous les vendredis matins dans les bonnes applications de podcast sur Apple, YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music et les autres. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'IA générative aujourd'hui, mais sous le volet développeur et sous le volet orchestration d'agents, enfin des agents pour orchestrer des modèles. C'est pas clair, je sais, mais ça va l'être grâce à mes deux invités, Corneliu Croitourou, tu es prototyping architecte, et Anthony Bernabeu, tu es également prototyping architecte, tous les deux chez AWS. Vous avez créé une librairie open source qui s'appelle le Multi-Agent Orchestrator. C'est sur GitHub, on va vous parler de ça, je vous mets évidemment les liens dans les notes de ce podcast. Peut-être commencer par le début, c'est quoi le challenge technique que vous essayez de résoudre pour nos clients ? Challenge technique qu'on a essayé de résoudre à travers le Multi-Agent Orchestrator, c'est de pouvoir, comme son nom l'indique, orchestrer différents agents à partir d'une requête utilisateur. L'idée, c'est de pouvoir en fait à travers cet orchestrateur-là dire si un utilisateur recherche une certaine information, qu'il puisse accéder à un agent spécialisé dans ce domaine-là. Par exemple, dans le domaine de la tech, par exemple, on peut imaginer avoir un agent spécialisé dans la tech et peut-être même spécialisé dans les services AWS. On pourrait imaginer avoir un autre agent qui pourrait être spécialisé dans la santé, par exemple. Et donc, comment est-ce que, à travers une seule interface et une requête utilisateur, on puisse facilement en fait router la requête vers tel ou tel agent. Donc l'idée de base c'était ça, donc de pouvoir en fait être capable d'un premier temps classifier la requête et la transférer à l'agent pouvant répondre à cette requête utilisateur là. Ouais, c'est un problème que j'ai déjà eu quand on fait des prototypes ou des démos de RAG. En tout cas, avec une knowledge base d'Amazon Bedrock, on pose une question liée au RAG, on obtient la réponse. On pose une question en dehors, il dit « je sais pas ». Et donc, si on veut garder un système un peu générique, il faut être capable de comprendre la question et puis de pouvoir le router vers différents systèmes en fonction du sujet de la question. C'est ça que vous avez essayé de faire, c'est ce routeur, cet aiguillage-là ? Cet aiguillage-là, oui, effectivement, pas seulement un aiguillage, on va dire, par rapport à une requête utilisateur, mais aussi à une conversation qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer une conversation avec un certain agent, et plus tard, en fait, suivant une nouvelle requête utilisateur, ou alors une nouvelle action qui doit être faite, la transférer vers un autre agent, et continuer, en fait, à travers cet orchestrateur-là, garder le contexte en fait de la discussion pour être capable en fait de vraiment comprendre ce qui se passe et pas seulement se focaliser à juste cette requête là, mais vraiment garder tout ce contexte là et vraiment bien comprendre ce que souhaite faire l'utilisateur, quoi. Alors pour garder tout le monde avec nous, on va peut-être commencer par définir c'est quoi un agent pour vous. En fait, nous ce qu'on a essayé de faire en fait dans notre framework, c'est d'avoir une vision un peu plus high level, contrairement à ce qui existe un peu sur le marché quand on a lancé le framework. C'est pour nous un agent, c'est quelque chose qui fait une action. C'est pas forcément quelque chose qui est un LLM, mais c'est vraiment quelque chose de plus global. Et en fait, je pense que cette approche nous a permis de faire quelque chose qui permet d'avoir plusieurs types d'implémentation. Par exemple, dans notre framework, on peut avoir des agents de type, par exemple, un LLM via Bedrock, mais on peut avoir un Alexbot, on peut avoir un agent qui, par exemple, est disponible dans une lambda. C'est qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dans cette lambda, mais on considère que c'est un agent. Un appel d'API, par exemple. Voilà, on appelle API, etc. Ce qui fait qu'on a une approche un peu high level qui nous permet en fait d'avoir une plus grande diversité en termes d'agents, parce qu'on peut avoir en fait dans ce framework. En fait. Ce qui fait que on peut plus facilement en fait avoir une application avec plein d'agents différents pour répondre à différents types de questions en fait. Ça veut dire que l'utilisateur de ces librairies, c'est une librairie de code. Hein, donc l'utilisateur, on parle d'un développeur, enfin une développeur, qui veut implémenter un chat nécessairement, ou ça peut y avoir d'autres cas d'utilisation finale, hein, end user, je parle. En effet, je pense que la plupart des exemples qu'on voit sur le net, c'est des chatbots. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Donc, on peut imaginer des processus qui tournent en background, en mode asynchrone. On peut imaginer, par exemple, un email qui arrive quelque part. Et ensuite, il va pouvoir être
traité par un agent spécialisé. Et là, pour le coup, il n'y a pas de chat, c'est quelque chose qui se passe en background, en fait, qui tourne et qui, par exemple, peut répondre à cet email par un agent qui a été sélectionné parce que le contenu du mail correspondait à ce que l'agent sait faire, en fait, par rapport à son rôle. Alors, dans cet épisode, je voudrais approfondir deux aspects. L'aspect utilisateur, votre utilisateur à vous, c'est-à-dire le ou la développeur qui va utiliser, qu'est-ce que je dois faire, comment je déclare mes agents, où est-ce qu'ils sont, comment je les définis, etc. Et puis peut-être lever un coin du voile aussi sur comment ça marche sous le capot, si on déploie cette solution, quelle infrastructure est nécessaire, comment ça fonctionne. Partons peut-être du développeur, de la développeuse qui veut utiliser votre framework. On le trouve sur GitHub, je l'ai déjà dit, il est en open source. Comment ça marche? Alors, ce qu'il faut comprendre avec le multi-agent orchestrator, c'est que il n'y a pas de ressources qui sont créées. Sur AWS, pas de ressources. Sur un compte AWS. C'est ça, il n'y a pas de ressources qui sont créées. L'idée, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on a pu voir à travers les prototypes qu'on a pu faire avant et à travers différentes discussions avec les clients, c'est que la plupart des entreprises ont développé, on va dire, un agent composé d'un LLM, une knowledge base, peut-être des outils, etc., pour répondre en fait à une question spécifique ou alors un périmètre en fait d'action qui est très spécifique ou très restreint en fait. Et donc l'idée, c'était de pouvoir en fait mettre tous ces agents qui ont pu être développés par des entreprises, les mettre à disposition, les intégrer à travers un framework qui puisse être le seul point d'entrée ou qui permettra d'être le seul point d'entrée de leur future application et donc du coup de mettre tous ces agents-là disponibles à leurs utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes en fait. Et donc, si je suis le développeur du chat, plutôt que d'envoyer ma question à un modèle ou à des agents que j'ai, j'envoie ma question à votre framework qui, lui, va faire le routage. Mais ça veut dire que je dois décrire l'ensemble des agents. Comment ça se passe, ça? Oui, c'est ça, ouais. En fait, l'idée, donc, du coup, nous, ce qu'on a fait dans l'orchestrateur, c'est que on va instancier un orchestrateur. On va lui ajouter une liste d'agents qui vont être utilisés pour la classification. Et cette liste d'agents-là, elle contient notamment deux paramètres qui sont importants. Donc, un, c'est le nom de l'agent, qui peut être aligné avec ce que l'entreprise a fait dans leur système. Et l'autre, c'est la description de ce que peut faire l'agent. Et donc là, c'est là où ça devient très important, en fait. C'est-à-dire que dans l'orchestrateur qu'on a, nous, le classifier va récupérer la requête utilisateur. Le classifier va connaître tous les agents qui existent ou qui ont été référencés dans l'orchestrateur. Il va aussi connaître la description de ces agents-là. Et à travers un mécanisme de raisonnement, va pouvoir déterminer quel est l'agent susceptible de mieux répondre à cette requête utilisateur-là. Donc voilà. Et donc, le retour de cet appel-là, c'est utilise un agent et voilà l'agent à utiliser. C'est ça. Mais est-ce que c'est votre framework qui va l'appeler ou c'est mon code à moi qui doit l'appeler? Donc en fait, ça dépend de quel type d'agent on va intégrer dans le framework. Comme on l'a dit, on supporte beaucoup de types d'agents. Je pense que la plupart des gens ont développé, on va dire, leur modèle ou leur agent à travers une lambda, par exemple, qui peut être disponible soit directement à travers une invocation directe ou alors à travers une API, par exemple. Donc en fait, nous, on supporte en fait ce type d'ajout d'agent qui peut se faire à travers la lambda ou à travers une API. Et donc l'orchestrateur, lui, va faire appel à cette API directement pour récupérer la réponse, en envoyant bien sûr la requête utilisateur à travers cette API-là, et la réponse sera du coup renvoyée à l'utilisateur à travers l'orchestrateur. Je suis en train de me poser une question, parce que j'ai un peu joué avec des agents sur le Converse API de Bedrock, qui s'attendent à une définition d'API avec également la liste des paramètres, les types, etc., pour qu'on sache quoi et comment appeler. Dans votre cas, les paramètres d'entrée, c'est un prompt en langage naturel, et le paramètre de sortie, c'est un prompt en langage naturel, ou il y a d'autres types de données qui sont supportés également? On s'est focalisé essentiellement sur du texte, c'est-à-dire que nous, ce qu'on reçoit à travers l'orchestrateur, c'est du texte qui est envoyé à un agent directement. Il n'y a pas de processing qui est fait sur cette input-là. Et ce qu'on attend du coup de cet agent-là, c'est également du texte. On s'est adapté dans le framework, c'est-à-dire que par exemple, on sait qu'il y a des gens qui ont développé des lambdas, par exemple, ou des API qui suivent un schéma d'entrée qui peut être du JSON, par exemple. Et donc dans le framework, on offre la possibilité d'aller encoder le payload d'entrée
avant qu'ils soient envoyés à travers la requête API pour justement matcher un peu le pattern ou le schéma d'entrée de l'API ou de la lambda. Donc on fournit toute cette implémentation là aussi pour essayer de s'intégrer au mieux en fait à ce qui existe déjà. Sans avoir à tout redévelopper d'un point de vue call API et d'un point de vue logique aussi sur l'orchestration, c'est-à-dire classifier, envoyer, récupérer la réponse, sauvegarder la réponse et puis la retransmettre à l'utilisateur. En fait, ce framework permet d'adresser un des challenges probablement les plus courants du moment, puisque tout le monde dit il n'y a pas un modèle de langage qui peut répondre à toutes les questions. On va utiliser des modèles spécialisés, voire des mini-modèles plutôt que des larges modèles également. Et donc ce que vous permettez, c'est d'orchestrer ces différents modèles ou ces différentes spécialisations. Oui, complètement. Donc une des idées pour plusieurs agents, c'est aussi le fait qu'on puisse avoir des agents spécialisés, parce que pour chaque agent, on peut utiliser peut-être des modèles différents. On peut imaginer avoir un agent qui nécessite peut-être pas forcément le dernier modèle, peut-être un qui est plus petit, donc moins cher, ça peut être utile, ou même par exemple un modèle qui tourne local versus un autre agent qui a peut-être besoin d'un modèle plus puissant en fait. Ce qui permet en fait, de découpler aussi les coûts, parce qu'on va pas avoir un monolithe qui gère tout, même pour les moindres questions, qu'on peut dispatcher ça en plusieurs agents, chacun son rôle, chacun avec son modèle différent, qui peut être petit, grand, local, etc. Votre framework, c'est une librairie qui va être intégrée à mon code. On peut voir mon code plus votre framework comme étant l'agent du sommet de l'arbre qui va ensuite déléguer sur des sous-agents et des sous-modèles, etc. Mais ce code doit être déployé quelque part. Donc votre solution, comme tu l'as décrit, Anthony, ne déploie aucun composant sur AWS. Ça reste à l'utilisateur de bundler, packager son code plus votre framework et de le déployer sur un Docker, sur une Lambda, etc. Est-ce que j'ai bien compris? Complément. Donc tu peux utiliser en local, ça peut être dans un Lambda, un Docker, etc. Donc il n'y a pas de restriction, parce que c'est un framework light, on va dire, donc comme il ne crée pas de ressources, donc il ne nécessite pas non plus beaucoup de ressources pour s'exécuter. Et quels sont les langages programmés? Je suppose que Python est parmi les premiers choix. En fait, c'est pas tout à fait ça. Donc, on a lancé le framework d'abord en TypeScript. Et suite au feedback de la communauté, en fait, qui demandait vraiment si on la version Python, un mois plus tard, on a lancé la version Python. Et effectivement, la plupart des pull requests qu'on reçoit, c'est principalement Python. Parce que c'est incroyable, hein, même quand on donne un autre langage de programmation à la communauté de développeurs qui interagit avec des GenAI, ils veulent quand même du Python. On essaye de leur faire sortir, dire ça. Mais non, c'est Python qui reste. Oui, je pense que c'est compréhensible parce que beaucoup de gens qui sont des data scientists, c'est un peu ce type de personnes qui travaillent avec les agents. Donc, eux, ils utilisent principalement Python. Je pense que c'est un peu la cible principale de notre framework, mais après, effectivement, ça peut être plus étendu, en fait. Mais justement, tu dis des data scientists, si je comprends bien, il faut pas être data scientist pour utiliser votre framework. Juste au contraire, il est plutôt orienté développeur lambda, sans jeu de mots. Je veux dire développeur de tout un chacun. Moi, par exemple, je pourrais l'utiliser sans être un data scientist, sans nécessairement connaître les différents modèles ou comment on fabrique des modèles, etc. Et simplement utiliser votre framework pour orchestrer les différents agents, les différents modèles que j'ai à ma disposition. Oui, complètement. Donc il est... Vas-y Anthony, pardon. Non mais effectivement, il n'y a pas besoin d'être, on va dire, il y a pas besoin d'être data scientist pour faire appel à un LLM. Par contre, nous, ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de gens, en fait, en tout cas en interne et dans la communauté, beaucoup de gens qui utilisent des LLM viennent du domaine data scientist, en fait. Et donc, du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait. Python est aussi quand même un langage, on va dire, facile d'utilisation. Moi, je suis pas expert Python et pourtant on a réussi à développer ce framework-là en Python sans trop de problèmes, en utilisant aussi des LLM pour nous aider à justement Amazon Q Developer. Voilà, par exemple. Ouais, c'était aussi l'idée. C'est encore une fois, on a développé en développant TypeScript parce qu'on était vraiment à l'aise avec ça. Et effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit utilisé le plus possible. Donc, quand la communauté nous a dit, nous, on voudrait avoir du Python, on a fait en sorte que ça soit disponible en Python. On n'ira pas au-delà, je pense, parce qu'après maintenir deux types de langage, ça demande beaucoup d'efforts. Mais à voir comment ça évolue, quoi.
vais me faire l'avocat du diable pour avoir un tout petit peu joué avec ces différents outils depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Il y a un framework extrêmement populaire en Python qui s'appelle LangChain, qui justement permet d'enchaîner des appels à différents large language models ou différents agents. C'est quoi la différence entre le multi-agent orchestrator et LangChain? En fait, comment dire? On n'est pas sur les mêmes types d'approches déjà. Nous, on a déjà essayé de se focaliser sur ce que propose AWS, bien sûr, et essayer d'avoir une approche qui n'est pas totalement orientée LLM. On s'intègre avec des lambda, par exemple, ou des API qui, au final, peuvent être des LLM, mais possiblement peuvent être complètement autre chose aussi. Et on a essayé aussi de fournir, en fait, un framework qui soit facile d'utilisation, sans trop de développement ou de surdéveloppement par rapport aux différents SDK qu'on peut utiliser pour appeler tel ou tel modèle. Par exemple, nous on utilise Bedrock pour communiquer avec les services Bedrock. On a wrappé dans notre code certains aspects de Converse API, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, pour faciliter en fait l'interaction avec ces agents-là. Mais on s'est limité on n'a pas essayé d'en faire trop en fait, pour pas complexifier le framework, pour que ce soit aussi facile d'utilisation et aussi pour que ce soit facile à rajouter des fonctionnalités soi-même. Je sais pas si tu as déjà utilisé LangChain. Moi, j'ai déjà contribué sur LangChain, par exemple. Contribuer, non, utiliser. C'est pas la même chose. Déjà, l'utiliser. Disons que LangChain, c'est très bien parce que ça permet d'aller très très vite sur un prototype et même faire des applications orientées LLM. La complexité que moi j'ai pu voir à travers les différents usages, c'est déjà la partie des bugs, de comprendre ce qui se passe, comment est-ce que sont faits les appels, pouvoir tracer les appels. S'il y a un bug, être capable de comprendre d'où vient le bug, ça devient très difficile. Moi, de mon expérience personnelle, je trouve que c'est très difficile avec LangChain. Et la communauté sur LangChain est très 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 grande. Il y a beaucoup de développeurs avec des backgrounds différents, avec des façons de coder qui sont différentes, avec aussi des mentalités de coder qui sont très différentes. Et donc tout ça, je trouve que ça crée, il y a un peu moins d'harmonie en fait quand j'utilise LangChain. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé au maximum de pas trop regarder ce qu'a fait LangChain, même si il y a certains aspects de LangChain qu'on a bien aimé, notamment la partie retriever, qui est un concept en fait qu'on a réutilisé dans notre framework, mais en essayant encore une fois d'avoir une implémentation, on va dire, basique mais fonctionnelle en fait. Et après, si les gens ont besoin de l'étendre, qu'ils puissent le faire en fait facilement à travers la documentation qu'on a mis à disposition ou à travers les différentes classes, très différents exemples qu'on a pu aussi mettre à disposition sur GitHub. En fait, l'orchestration, pour moi, c'est juste un aspect de LangChain, peut-être celui qui lui a donné son nom, LangChain, mais il permet de faire des tas d'autres choses aussi. Je me souviens avoir fait du RAG avec LangChain, toute la partie extraction de documents, chunking, vectorisation, enfin embeddings, etc. C'est aussi supporté par LangChain, donc c'est un framework énorme. Énorme, très puissant, et honnêtement, le temps de développement pour pouvoir arriver à faire la même chose sans LangChain est très très long en fait. LangChain permet vraiment d'accélérer. Mais il y a une grosse abstraction qui est faite aussi sur les différents RAG qu'on peut avoir. Ça peut être OpenSearch, ça peut être Pinecone, ça peut être plein de choses différentes qui sont totalement abstraites dans LangChain, mais qui rendent aussi du coup la compréhension peut-être de mon point de vue un peu plus complexe qu'on essaye vraiment de comprendre les choses de bout en bout, quoi. Donc vous êtes plus simple et plus focus sur un seul objectif qui est l'orchestration des agents et le faire le plus simplement possible pour consommer aussi en consommant des services sur AWS avec un focus plus AWS. C'est un bon résumé de ce que tu viens de dire. Votre repo est super populaire, plus de 3000 étoiles, des tas de forks, des mentions dans des blogs, etc. Donc il a gagné pas mal de popularité récemment. Une des choses que j'aime bien, moi, c'est la doc. Vous avez passé du temps à écrire beaucoup de docs. Il y a des exemples, beaucoup d'exemples. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'aller sur 2-3 exemples fonctionnels pour voir vraiment à quoi ça peut servir? Oui, complètement. Donc, t'as raison. Donc, on a voulu passer beaucoup de temps sur la doc parce qu'on pense que si on lance un framework comme ça, allez-y, utilisez-le. Ça va pas être forcément adopté parce que ça, on a doc qui vient avec, qui explique et qui vient aussi avec des exemples. L'adoption, je pense qu'elle n'est pas très, très importante. Et effectivement, donc on a eu en espace d'1 mois, je pense, une croissance incroyable. Donc la communauté est géniale.
On est passé à, je pense que de 200 étoiles sur GitHub à peu près 3000 en 3 semaines à peu près. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc on était content de ça. Et donc on a vu aussi apparaître pas mal d'articles sur le framework, sur Medium, LinkedIn et même des vidéos YouTube. Donc là on était content. Après si on parle d'exemple, par exemple on a écrit plusieurs articles de blog, dont un qui est, je pense, qui est très intéressant, c'est un qui explique comment on peut utiliser le framework afin d'avoir un système, on va dire, semi-automatisé qui permet de répondre aux mails des utilisateurs. Par exemple, si on imagine un site e-commerce qui reçoit énormément de mails, on peut imaginer que pour certains types de mails, on peut utiliser l'IA pour répondre automatiquement en fait. On peut imaginer les cas où un utilisateur demande j'ai passé une commande numéro XXX, quel est le status, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle a été envoyée ou pas. Par exemple, ce type de mail en fait, on peut imaginer avoir un agent qui répond automatiquement. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans l'article qui d'ailleurs a tout le code qui vient avec. Donc, les gens peuvent jouer avec. Donc on a les articles qui sont listés sur notre README sur GitHub. Ça c'est par exemple, je pense qu'un use case intéressant qui s'applique, je pense, à beaucoup de clients. Ce type d'usage, répondre aux mails automatiquement. Il y en a d'autres, on peut en lister 2-3 autres, juste pour donner des idées à nos auditeurs, pour voir l'ordre de ce qui est possible avec le multi-agent orchestrator. On a un use case qu'on a aussi démontré à travers un blog, où en fait on va connecter notre framework avec Amazon Connect. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est notre service qui permet de gérer des call centers. Et du coup, en fait, on a un même mécanisme où on passe un coup de fil, un numéro de téléphone, et en fonction de ce qu'on demande, en fait, soit c'est un agent IA qui va être sélectionné pour répondre à ma question. Par exemple, je demande quelle est la météo à Paris demain ou qu'est-ce qui se passe dans une semaine. Ou si j'ai une question un peu plus complexe, je peux avoir parmi ces agents un agent qui est un humain qui du coup par exemple peut prendre mon appel et du coup je peux discuter avec cet agent-là. Donc ça c'est un autre usage en fait qui peut être intéressant. Ah oui, là ça dépasse le cadre de classification d'agents au sens informatique du terme. Il y en a des agents humains et des agents informatiques, et votre classificateur est capable de dire non, cet appel-là il faut le passer à un humain, tandis que celui-là il peut être répondu tout seul par tel ou tel agent. C'est là où on voit en fait l'importance d'avoir fait un framework où les agents, c'est pas forcément des agents AI. C'est vraiment une notion abstraite en fait. Et c'est à nous de définir en fait quel est le rôle de cet agent. Et c'est à nous de définir qu'est-ce qu'il fait en fait. Donc si c'est un humain, on peut imaginer un message qui arrive dans un CMS par exemple, dans un back-office quelque part. Et il y a des gens qui peuvent prendre l'appel ou des emails. Pareil, par exemple, on peut imaginer, j'ai des agents qui traitent mes emails automatiquement. Mais en fonction de ma question, j'ai peut-être pas un agent AI qui peut répondre, mais du coup l'email arrive chez un humain qui lui du coup va prendre le temps pour répondre à mon mail. Et pour relouper sur ce qu'Anthony disait au début, et enfin pour répondre à ma question sur est-ce que les interfaces d'entrée-sortie de chaque agent c'est du texte en langage naturel ou des définitions d'API, Anthony t'avait dit plutôt du texte en langage naturel, ben avec cet exemple-là ça prend tout son sens, quoi. On n'a pas une API pour appeler un agent de support humain. C'est ça, exactement, ouais. Et donc du coup c'est vrai qu'en plus en utilisant d'autres services comme Amazon Connect, on peut du coup rendre nos agents voice enable, quoi. Ils peuvent parler, quoi, et interagir avec un humain. Et vous avez un exemple avec Lex également? On a un exemple avec Lex, mais en fait l'exemple du coup que Corneliu disait en deuxième temps avec Amazon Connect, avec ouais. Amazon Connect, on a en fait dans le blog post, on a une démo en fait d'un solution architect chez nous qui interagit avec ce framework-là. Et une des questions qu'il pose notamment, c'est de réserver un vol en fait. Et donc cette réservation de vol-là se fait à travers Amazon Lex, qui a du coup Amazon Lex permet en fait d'avoir un flow très déterministe sur quelles sont les étapes à valider pour valider en fait l'achat d'un billet d'avion. Et donc du coup tout ça se fait à travers l'orchestrateur vers Lex, et les questions sont renvoyées à l'utilisateur et ainsi de suite jusqu'à ce que tout ce dont a besoin Lex pour valider un billet d'avion soit fait à travers l'orchestrateur.
Amazon Lex vous permet de suivre, si vous ne connaissez pas, c'est un service managé d'AWS qui sert à orchestrer une conversation. Je peux le résumer comme ça, je vous regarde tous les deux. C'est un peu l'équivalent en service AWS du moteur de conversationnel d'Alexa, où il est capable de reconnaître des questions, que ce soit textuelles ou vocales, et de répondre avec des réponses, sauf que c'est d'une génération avant le GenAI. Donc c'est, comme tu l'as dit Anthony, c'est très déterministe. Nous, développeurs, configurateurs de Lex, on doit définir la liste des intentions et des phrases qui correspondent à ces intentions. C'est marrant que vous arriviez à combiner les deux et à remettre une couche GenAI pour utiliser. En fait, Lex, vous le voyez comme un agent aussi. Exactement. Mm-hmm. Avec une entrée et une sortie. Je vous mets les liens sur ces blog posts dans les notes du podcast, donc si vous voulez creuser ces exemples, vous pourrez le faire. En fait, je voulais rajouter juste que à la base, on a créé ce framework en partant de ce type de besoin. On avait un client qui voulait combiner, qui avait besoin en fait, où on avait un bon use case pour avoir un agent Lex et un LLM comme un autre agent en fait. Parce que comme tu l'as dit, donc Lex, c'est quelque chose qui est très déterministique. Et le client donc, voulait avoir un des flux qui soit vraiment précis, déterministique, et un autre en fait où il pouvait se dire ok, j'ai un LM, je peux laisser gérer en fait une autre partie. Et donc en fait on est parti de cette partie-là en fait, de combiner un Lex avec un LM. Ensuite on a élargi ça pour faire quelque chose de vraiment générique. Et comme je disais avant, on peut imaginer un agent humain, etc. Comment ça fonctionne sous le capot ? Vous avez déjà parlé d'un classifier. Je suppose que c'est le premier composant chez vous. Le classifier va prendre la requête qui vient du client, du end user, va prendre la liste des outils, des agents qui ont été définis par le développeur et dire lequel peut être utilisé. Mais qu'est-ce que vous utilisez en dessous de la scène et comment ça marche ? Alors du coup, effectivement, comme tu l'as dit, le point d'entrée de notre orchestrateur, c'est le classifier. Dans notre cas, le classifier, c'est un LLM. Et pour des raisons de compréhension, notamment parce que, encore une fois, ça pourrait dépendre des besoins, etc. Mais en tout cas, dans les démos qu'on essaie de mettre en œuvre et de montrer à travers les blog posts, on essaie d'avoir des démos qui soient assez exhaustives sur un certain nombre d'agents avec des actions qui peuvent être totalement différentes, et aussi démontrer qu'on est capable de commencer une conversation en disant bah voilà, je veux transférer de l'argent à Sébastien, et après au milieu de la conversation de dire bah quelle est la météo à Londres par exemple. Et donc pour avoir cette capacité à comprendre la requête utilisateur et aussi de comprendre les intentions et les changements de contexte, on a besoin d'avoir un LLM qui soit capable de raisonner et de vraiment bien comprendre tout ce contexte-là et toutes ces informations-là. Donc, pour le coup, nous, de base, le classifier utilise à travers Bedrock Claude Sonnet 3.5, qui nous a vraiment en fait facilité le développement de ce framework-là en fait. Oui, je crois savoir qu'au début vous aviez 3.5 Claude 3.5 n'était pas encore disponible, donc vous utilisiez des modèles plus anciens et vous aviez du mal à avoir des résultats pertinents par le classifier. C'est ça, ouais. En fait, on a commencé le développement du framework en février 2024 et le meilleur modèle à travers Bedrock, encore une fois, qui était disponible, c'était Claude 2.1, je crois. Et donc, sur une classification basique, on va dire, une requête, être capable de trouver un agent, ça se faisait assez facilement. Fallait-il encore que la requête soit plus ou moins explicite, mais lorsque par exemple on commence à discuter avec un agent et que l'agent nous pose une question, je sais pas, quel est les 4 derniers digits de votre carte bancaire, et que nous on répond 3, 4, 5, 6, être capable de raisonner sur le bon agent à sélectionner en fonction du contexte, pour un peu qu'il y ait eu aussi des changements de contexte intermédiaires, on a vu que Claude 2.1 n'arrivait pas à s'en sortir en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en pause un peu tout ce développement-là, en attendant qu'un meilleur LLM puisse sortir. Et donc quand Sonnet 3.5 est sorti, effectivement c'est là où on a repris le développement et on a lancé tout ça quoi. Et aujourd'hui, ça me rappelle un vieil adage, avant que je travaille chez AWS, il y avait un CTO de la boîte pour laquelle je travaillais qui disait: est-ce que vous allez optimiser votre code et travailler un an d'arrache-pied pour aller chercher les dernières millisecondes de votre code C ou C++, ou est-ce que vous attendez simplement la prochaine génération de CPU qui sera là dans 6 mois et qui lui va faire les mêmes optimisations sans rien changer à votre code? C'est un peu
Cette histoire me raconte un peu ça. En fait, l'idée c'est on s'était pas dit on peut pas faire mieux, on attend pour qu'on ait un autre modèle. On s'était dit nos théories ne marchent pas, donc ce que vous voulez faire, c'est pas faisable, on laisse tomber. Mhm. Et en fait, au fil du temps, on avait des clients qui demandaient, ils voulaient avoir des démos de ce qu'on avait fait pour nos premiers clients. Et on se dit, le code qu'on avait, c'était pas démontrable, c'était code un peu moche par-ci par-là. Et le modèle qu'on avait, ça fonctionnait pas vraiment. Et quand il y a le Cloud 3.0, je crois déjà on a commencé à tester, on a vu que c'était beaucoup, beaucoup mieux. Alors on se dit, en fait, on peut peut-être faire quelque chose en partant de notre idée de départ. On va un framework, c'est là on a commencé à étudier ce qui existait le marché. Effectivement, ne pas refaire la même chose qu'avec ce qui existait, mais on voulait faire quelque chose de différent. Et c'est là on est parti sur le développement de framework. Je reviens sur l'expérience développeur, donc j'appelle le classifier pour savoir quel agent utiliser, je lui passe la question de mon utilisateur ou le contexte, l'historique de la conversation avec mon utilisateur. Qu'est-ce que je reçois en réponse et qu'est-ce que je fais après? Donc, déjà, c'est l'orchestrateur qui va gérer l'historique. Donc toi, tu n'as rien à gérer. Toi, tu vas juste ajouter tes agents au framework. Le framework gère automatiquement le chat historique de chaque agent. En mémoire alors, puisqu'il n'y a pas de service déployé. Par défaut, c'est mémoire, mais on peut citer différents modes de stockage. Mm-hmm. On fournit par exemple l'implémentation pour DynamoDB. On peut créer facilement la note si on utilise par exemple Redis ou autre chose pour stocker ça. Et ensuite, le classifier, il a accès au chat historique de chaque agent en sachant aussi qui a dit quoi. Donc il sait quel est le nom d'agent qui a répondu. Ce qui fait que lorsque l'utilisateur demande quelque chose, il va voir en fait donc la question utilisateur, les rôles, la description de chaque agent et tout l'historique en sachant qui saura qui a répondu quoi. Et comme ça, il est capable vraiment de trouver en fait, le bon agent, notamment quand on parle de mode conversationnel ou quand je réponds 1, il est capable de dire parce qu'il y a tel agent qui a répondu quelque chose, tu as répondu 1, c'est potentiellement celui-là qui attend la question, donc je vais le sélectionner. Mais on a dit que c'est pas lui qui allait l'appeler, c'est pas le framework qui appelle l'agent, donc c'est moi, développeur, qui vais devoir appeler l'agent, donc je reçois une réponse du framework qui me dit appelle tel agent avec ta question. Non, mais en fait, le framework, tu as toujours un seul point d'entrée, donc toi tu appelles les méthodes. Le framework utilise le classifier pour trouver le bon agent, et ensuite il l'appelle, et tu reçois la réponse en fait, donc on va dire c'est encore plus simple. Ouais, donc c'est le framework qui appelle l'agent pour moi. C'est vraiment une interface, comme disait Anthony au début, c'est une interface unique. Tu appelles, tu reçois une réponse. Et ensuite, on a essayé de faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, l'importance du support AWS, c'est que AWS, c'est parce que ça passe par Bedrock et les API de Bedrock en dessous. Mais si ce sont des agents plus spécifiques, comme tu as parlé d'une fonction lambda, vous êtes capable de les appeler aussi. Bien sûr, oui. D'accord. Complètement. Et on a fait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de recevoir la réponse de l'agent, quel que soit son mode de réponse, que ce soit en streaming ou pas en fait. C'est, je pense, quelque chose d'intéressant parce qu'on a toujours un seul point d'entrée, on l'appelle, on attend la réponse et on voit ce qu'on reçoit, est-ce que c'est streaming ou pas. Ce qui fait qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est intéressant, notamment pour une application de chat ou afficher la réponse au streaming qui permet de masquer un petit peu la latence. C'est plus intéressant que d'attendre d'avoir la réponse complète. Et vous ne bufferisez pas, si la réponse que vous recevez est en streaming, vous la renvoyez au end-user en streaming également. Mais il peut y avoir des réponses intermédiaires d'un agent qui implique un autre appel, un deuxième, voire un troisième appel. Est-ce que ça transite par moi, le end-user, le développeur, ou est-ce que le framework coordonne cela également? C'est une bonne question. Donc aujourd'hui, la version qui est publiée en fait permet de sélectionner un seul agent pour exécuter une tâche, mais on est en train de travailler pour acheter un deuxième mode, on va dire un mode qui est un peu différent, où on va avoir ce classifier qui du coup va s'appeler plutôt supervisor, qui va être capable de travailler avec plusieurs agents jusqu'à ce qu'il ait la réponse qui doit être envoyée à l'utilisateur en fait. D'accord. Oui, c'est un peu similaire au tool use de l'API Bedrock Converse. On lui donne une liste d'outils et c'est lui qui va nous dire utilise l'outil 1 et puis l'outil 2 et puis l'outil 3 avant d'avoir une réponse finale. Exactement. J'avais travaillé sur une démo d'agent avec un solution architect d'AWS France également dans le contexte du Summit à Paris et des démos. Et il avait développé un agent justement orchestrateur. C'était dans un contexte super bien défini qui était le développement d'applications. Il avait fait un agent qui l'aidait à créer des interfaces graphiques à partir d'une image. Est-ce qu'on peut concevoir des aspects multimodaux également sur le multi-agent orchestrator?
Pour l'instant, on s'est focalisé uniquement sur la partie texte parce que c'était une La demande de vos clients. la demande initiale en fait, c'est vraiment de la partie chatbot, on va dire. On a effectivement eu quelques requêtes en essayant d'intégrer la partie multimodale, notamment la partie image, permettre de faire une classification d'une image en plus du texte peut-être, pour vraiment encore mieux classifier la requête et la fournir au bon agent. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore implémenté. À voir sur l'année 2025. Oui, s'il y a des demandes. Et Désolé, je suis en train de rêver. Je vous pose Non, des mais questions. c'est très légitime en fait, effectivement. Et comme il y a beaucoup de modèles qui sont capables de faire du multimodal, pourquoi pas non plus essayer d'intégrer cette partie-là. On peut penser par exemple à un des use cases qu'on avait pensé, c'était une partie peut-être assurance par exemple, où un utilisateur va envoyer ses photos d'un accident qu'il a eu, ou alors d'une intervention qui doit être faite, et à travers ces photos-là, on peut très bien imaginer une classification qui peut être soit envoyée à une partie assurance habitation, assurance voiture ou autre, et donc du coup envoyer la requête au bon agent, ou que ce soit un agent d'intelligence artificielle ou un agent humain en fait. Voilà, à voir comment. Encore une fois, je pense que c'est le temps en fait qui nous manque. On est que deux à travailler sur ça. Le temps et les demandes des clients aussi, la prioritisation en fonction des demandes des clients. Qu'est-ce que vous avez appris? Quels sont les challenges que vous avez eu pour développer ce framework? On a déjà parlé des modèles de Claude 2 qui n'étaient pas capables de raisonnement suffisamment détaillé. Problème résolu avec Claude 3.5, Sonnet 3.5 maintenant. Quels sont les autres challenges que vous avez eus? En fait, les autres challenges qu'on a, disons que c'est surtout lié au prompt en fait. C'est-à-dire que on se rend compte que le prompt a une importance primordiale, que ce soit dans le classifier ou même dans le développement d'une application orientée LLM. Chaque mot est important en fait. Et donc l'idée d'avoir un prompt qui fonctionne aujourd'hui avec un modèle n'est pas garantie de fonctionner exactement de la même manière avec un autre modèle. Chaque modèle a ses particularités. Par exemple, Claude fonctionne très très bien avec les tags XML dans le prompt pour essayer justement d'organiser un peu tout ce contexte-là. D'autres modèles fonctionnent différemment. Et donc c'est vrai que nous, la partie test a été hyper importante pour essayer de trouver le bon LLM qui fonctionne et de fournir une implémentation qui marche tout de suite en fait. C'était ça aussi qu'on voulait, c'est-à-dire ne pas s'attendre à ce qu'un développeur doive réécrire un prompt suivant ce qu'il veut faire, mais plutôt essayer d'avoir un prompt qui soit suffisamment générique pour être capable d'être capable de fonctionner directement avec n'importe quel type d'agent, quoi. C'était ça la plus grande complexité, j'ai envie de dire. Mais je pense que de l'autre côté, je pense que c'est là où on voit la puissance du framework, c'est que tout peut être configurable dans le framework. C'est-à-dire qu'on vient avec des prompts par défaut, dans le classifier, dans les agents, mais on peut facilement juste surcharger le prompt et pas le reste. Si on a un nouveau modèle ou peut-être un modèle plus ancien qui nous va bien, mais qui peut-être il a du mal avec tag XML. Je pense qu'on a un peu les deux côtés, donc on a essayé de fournir quelque chose qui marche un peu à tous les coups, mais en même temps, puisqu'on ne peut pas avoir un truc qui fonctionne vraiment à 100% des cas, on a cette possibilité de paramétrer différents paramètres dans chaque agent et classifier, ou créer le nôtre, qui du coup fait qu'on est vraiment libre en fait d'aller hyper loin avec le framework. Le prompt engineering, c'est une science, pour autant qu'on puisse l'appeler une science, relativement récente, et bien qu'il y ait quelques influenceurs sur YouTube qui s'autoproclament experts, ce sont probablement les mêmes qui étaient experts de NFT il y a quelques années, il y a pas beaucoup de références, donc comment vous avez travaillé par essai-erreur, classification, un système de ranking de vos différents prompts, ou est-ce que vous avez trouvé des sources un peu plus scientifiques, formelles sur comment utiliser les prompts avec tel modèle ou tel autre modèle? Non, mais je pense qu'on a commencé déjà par des tests nous-mêmes. On a essayé, j'appelle plein de prompts différents. Dès qu'on voit un article de blog, on sait, il y avait une idée, on va peut-être tester cette idée-là. Je pense qu'avoir quelque chose de pas trop mal. Mais aussi, on a trouvé des articles, en fait, des gens qui expliquaient comment on peut utiliser un LLM pour nous aider à écrire un prompt qui est encore mieux, en fait. Donc, on a utilisé un peu tout ce qu'on pouvait. Je pense qu'on est arrivé à un point où, comme l'a dit Anthony, on faisait des tests à un moment donné, on essayait de faire le context switching, mais vraiment quasiment toutes les deux questions. Et on voyait que le modèle était tellement bien qu'il arrivait vraiment à switcher chaque fois et on était bluffé en fait. Et c'est aussi grâce au modèle, bien sûr, mais je pense que le prompt qu'on avait réussi à écrire, c'était pas trop mal. Début décembre 2024, lors de la conférence re:Invent, il y a eu une annonce de nouvelles fonctionnalités dans Bedrock pour
cataloguer les prompts, les tester, les regarder? Alors je sais que c'est tout nouveau et que vous avez des tas d'autres choses à faire, mais est-ce que vous avez déjà regardé cet aspect-là? Est-ce que ça, avec votre expérience que vous avez de développement d'applications sur base qui contient, dont une part importante est le prompt, est-ce que ce genre de service peut vous intéresser dans le futur? Complètement. C'est clair que il nous faudra encore une fois du temps pour pouvoir établir en fait un framework de test en fait sur la partie classifier notamment. Après encore une fois, on veut pas non plus y passer trop de temps parce que comme c'est customisable et comme potentiellement chaque utilisateur aura des agents qui seront déjà, on va dire, comment dire. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'un utilisateur qui va prendre le framework et qui va ajouter ses agents connaîtra exactement les agents qu'il va intégrer. Et donc, du coup, le prompt, il va potentiellement le modifier pour être vraiment lié à son application à lui et pertinent. Exactement. Et donc, du coup, comme a dit Corneliu, on a vraiment essayé d'avoir quelque chose qui fonctionne de manière générique. Après, libre à l'utilisateur de modifier ce prompt-là et de l'améliorer, et de le fine-tuner le prompt et d'être peut-être plus petit aussi, plus pertinent. Surtout ça. Mais c'est marrant ce que tu disais parce que par rapport au prompt engineering, c'est vrai que comme tu disais, on essaye de gagner des millisecondes alors qu'en fait on aurait pu changer de CPU. Nous c'est ce qu'on a fait en fait. Au début on a passé beaucoup de temps à essayer d'avoir un prompt qui fonctionnait avec un modèle et lorsqu'on est passé à un autre modèle, le même prompt fonctionnait du feu de Dieu quoi. Donc il faut savoir où mettre ses efforts à un moment donné et effectivement on a eu de la chance que le modèle sorte à un moment opportun pour nous pour pouvoir justement accélérer ce développement-là et puis du coup release le framework quoi. C'est en open source, hein. Vous pouvez aller voir le code, vous pouvez aller voir la documentation, c'est sur GitHub, je vous mets les liens évidemment, comme d'habitude. Quand on a 3000 étoiles, on reçoit beaucoup d'issues et de pull requests, c'est quasiment un full-time job sur un projet de manager, de trier tout ça. Et c'est pas trop mal, on va dire, mais ça me fait plaisir en même temps parce que ça montre que les gens s'y intéressent. On a des issues intéressantes, donc ça me permet aussi de voir en fait qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce que les gens demandent pour implémenter la suite. Parce que un autre avantage d'avoir quelque chose open source, c'est qu'on voit un peu ce que les gens vont demander. On va pas, par exemple, la partie multimodale, on n'a pas eu tant de demandes que ça, donc c'est peut-être pas forcément une priorité pour les gens en fait. Oui, ça permet de se concentrer sur ce qui est demandé par les vrais utilisateurs plutôt que d'imaginer, tiens, ça serait cool d'avoir ça, ça serait cool d'avoir ça, et de partir peut-être un peu dans tous les sens. On a déjà évoqué 2-3 aspects du futur, mais quelles sont les principales évolutions que vous voyez à court et à moyen terme? Alors du coup, suite à la conférence qui s'est tenue à Seattle de la part de AWS pendant re:Invent, il y a eu plusieurs annonces ou plusieurs nouvelles features de Bedrock qui ont été annoncées, notamment la partie Bedrock Flows par exemple, qui permet en fait à travers une interface graphique de connecter ou de créer en fait une application à base de LLM. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà intégré pendant cette semaine-là pour essayer justement, en plus d'orchestrer des agents type LLM, Bedrock, Lex, etc., aussi intégrer ces nouvelles features d'Amazon Bedrock. Il y a eu aussi une release notamment sur la partie Bedrock avec une nouvelle fonctionnalité qui permet de gérer plusieurs agents de manière collaborative. Ça c'est un bon point ça, parce que vous aussi vous gérez plusieurs agents de manière collaborative. Comment alors, les deux se comparent? Disons que nous, notre framework, il n'est pas forcément lié à un seul type d'agent, comme peut l'être par exemple le multi-agent collaboration sur agent pour Bedrock. On peut se connecter à n'importe quoi et n'importe quel type de process en fait. C'est là la plus grande différence en fait. Et donc, pardon, je t'ai interrompu sur les choses sur lesquelles vous travaillez pour le futur. Tu as parlé donc de meilleure intégration avec Bedrock, avec des nouvelles fonctionnalités de Bedrock qui ont été annoncées en décembre à re:Invent. Oui, et notamment une nouvelle version de l'orchestrateur, ou en tout cas un nouvel agent dans l'orchestrateur qu'on a appelé avec Corneliu le supervisor, qui est en fait un classifier amélioré. Donc l'idée c'est quoi? C'est que, encore une fois, en listant ou en donnant à l'orchestrateur une liste d'agents, on va aussi définir un agent supervisor qui va récupérer une requête utilisateur, mais au lieu de juste la classifier, l'envoyer à un agent et de répondre directement depuis l'agent à l'utilisateur, le supervisor, lui, va potentiellement faire appel à plusieurs agents pour pouvoir répondre à cette requête utilisateur-là. Imaginons que je demande quelle est la météo à Londres et quelles sont les activités
que tu me suggères, et potentiellement il y a 2 agents qui vont répondre. Il y a un qui va être lié à la météo et l'autre qui va être lié à des activités par rapport à une ville. Et donc Et une météo. Il y a une dépendance. il y a une dépendance et il y a aussi une corrélation entre les deux. Et donc du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer d'avoir un supervisor qui soit capable de collecter des réponses de plusieurs agents et de consolider toutes ces réponses-là pour fournir une réponse finale à l'utilisateur. On a d'autres modes qui arrivent, on a des trucs assez cool qui doivent être release très bientôt. Vous avez déjà des pull requests intéressantes qui sont arrivées, qui ont été acceptées? Oui. On a des pull requests sur des nouvelles implémentations pour les classifiers, plus agents. Et donc, ça fait plaisir de voir que les gens, en fait, viennent avec des use cases et que le framework a fait répond à leurs besoins, en fait. Et encore mieux, en fait. Donc, il y a des gens qui ont fait des pull requests, donc qui ont fait pull request la version Python, version TypeScript, mais aussi mis à jour la doc. Donc on a des champions en fait qui font des pull requests, donc ça fait plaisir. C'est le multi-agent orchestrator, AWS Labs / multi-agent orchestrator. Je vous l'ai déjà dit 2 fois, mais je le dis encore une 3e fois. Le lien dans les notes du podcast, allez regarder. Utilisez-le, testez-le sur vos cas d'utilisation au business à vous. Ça peut accélérer vos développements et simplifier vos développements. Et puis contribuer, si le corps vous en dit, contribuer à du code open source. C'est pas nécessairement écrire du code, je le dis tout le temps. C'est aussi ouvrir des issues s'il y a des choses qui fonctionnent pas. C'est aussi contribuer à la doc, par exemple, rajouter un paragraphe dans la doc ou simplement signaler que telle partie ou telle partie de la doc n'est pas assez claire. C'est pas ce que je le répète, votre doc est super claire, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que contribuer à des projets open source, c'est écrire du code. Non, il y a des tas de tâches autour qui sont à forte valeur ajoutée. Également, merci Anthony Bernabeu, prototyping architecte, et Corneliu Croix-Tauroux, prototyping architecte également, tous les deux chez AWS. Merci d'avoir partagé avec les auditeurs du podcast AWS en français c'est ce point de vue sur le multi-agent orchestrator, cette description. On a un tout petit peu parlé de LangChain. Il y a 2 semaines, dans le podcast AWS en français, on parlait de LangChain, justement. Si vous voulez comparer les 2 approches, allez écouter l'épisode d'il y a 2 semaines. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.